Au Cameroun, après l'élection du 12 octobre 2025 et la prestation de Paul Biya le 6 novembre, les Camerounais, les attentes se focalisent sur le prochain gouvernement pour concrétiser les promesses du président de la République et apporter une paix sociale durable. La stabilité politique du Cameroun, pivot de l'économie de la CEMAC, sera décryptée dans cette édition de l'Africa Newsroom avec 4 invités de haut vol, dont Ondondo Patrick Marius, cadre politique. Monsieur Ondondo, bienvenue sur Africa 24. Merci madame, merci de m'avoir invité. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve sur votre plateau. Le professeur Claude Abbé, sociologue. Professeur, bienvenue. Merci et merci pour l'invitation. Le docteur Jean-Moïse Mbok, expert politique. Docteur, bienvenue. Merci madame, bonsoir ou bonjour à mes co-panélistes et ceux qui nous suivent à l'international. Bonsoir également. Merci pour l'invitation. Et enfin, Joseph-Marie Elondou, expert économiste. Monsieur Elondou, bienvenue. Merci de l'invitation. C'est la toute première fois que je découvre récemment FX Studio. Je vous remercie de m'avoir invité. Je salue vos millions de téléspectateurs. Nous entrons tout de suite dans le vif du sujet. Monsieur Ondondo, le discours d'investiture du président Paul Biya a été un message axé sur la paix, traduisant sa sensibilité à cette demande du peuple. Comment peut-on aujourd'hui l'interpréter dans le contexte qui est le nôtre? Non, c'est un discours, le président, il a l'habitude de prendre la véritable température de l'opinion publique lorsqu'il a à se prononcer, lorsqu'il a à donner un enseignement. En réalité, c'est sur cette base, avec les renseignements qu'il a, les informations qu'il a, mais surtout le contexte qui était un peu perturbé parce que la prestation de serment marque la consécration, marque la finale du déroulement du processus électoral. Et à ce niveau, il y a un candidat qui a été déclaré vaincu, en l'occurrence le président Paul Biya, vainqueur, oui, qui a été déclaré vainqueur, le président Paul Biya. Maintenant, il y a d'autres candidats et il s'est trouvé que parmi les candidats, il y a son suivant immédiat qui a commencé à contester les élections et il s'est, sans preuve nécessaire, il s'est entouré d'un certain nombre de jeunes qui ont un peu perturbé, n'est-ce pas, le climat social dans certaines villes. Et c'était tout à fait normal que le président, à ce moment, appelle, n'est-ce pas, l'apaisement et demande à ce que l'ordre républicain soit restauré, retrouvé, que la paix sociale puisse, n'est-ce pas, être priorisée et que les différents acteurs puissent respecter la décision qui a été donnée par le Conseil constitutionnel qui a donné son verdict. Et il était donc tout à fait normal que le président Paul Biya appelle à l'apaisement d'abord les acteurs politiques. C'est pour cela que dans son discours, il a ouvert, il a tendu la main, il a fait un appel de vaste rassemblement, un appel, n'est-ce pas, à l'ensemble de ceux qui ont participé au processus électoral. Il leur a demandé effectivement, il leur a tendu la main, il a tendu la main à tout le monde, il a tendu la main aussi bien, n'est-ce pas, à ceux qui ont été vaincus qu'à ceux de son camp. En fait, il appelait un peu à l'union sacrée pour que le pays puisse continuer, n'est-ce pas, à vivre dans un asile de paix et que, n'est-ce pas, l'œuvre de construction nationale qu'il a entamée ne puisse pas, n'est-ce pas, être perturbée par une rupture de l'ordre social, une rupture on reviendra sur le plan, à cette question de rupture sociale. Des anarchistes qui ont voulu effectivement s'imposer. On reviendra à cette question de rupture sociale tout à l'heure. Professeur Abbé, la lutte contre la corruption a été un des griefs qui est revenu le plus souvent dans les critiques contre la gouvernance au Cameroun. Les citoyens excédés par de véritables raquettes dans leur parcours administratif à tous les niveaux. Certains parlent de mettre en place une brigade anticorruption capable de lutter au quotidien sur tout le territoire de manière spontanée à tout acte de corruption. Est-ce réalisable ? Alors, ça va être difficile pour une raison fort simple. Il faut voir la corruption d'abord sous deux angles.
il y a la grande corruption, c'est-à-dire celle qui se fait autour, par exemple, à l'échelle nationale, vous avez de grands projets, par exemple, pour passer ces projets-là, et un certain... Ça, c'est la grande corruption. Les bakchiches que les uns et les autres reçoivent au quotidien pour accéder à un service public qu'ils ne devraient pas être monnayés, qu'ils ne devraient pas payer pour l'avoir, c'est ce qu'on peut appeler la petite corruption. Alors, cette brigade nationale que les uns appellent de tous leurs vœux, elle existe déjà. C'est la CONAC. Simplement que le problème de la CONAC, c'est qu'il faut retravailler la structure de la CONAC pour justement en faire un organe indépendant. Parce que pour l'instant, je pourrais le dire entre guillemets que c'est essentiellement consultatif. Pourquoi? Parce que la CONAC n'a pas l'autosaisine. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a terminé ses enquêtes, c'est un démembrement de la présidence de la République. Elle dépose son rapport et c'est à la présidence de la République de discriminer. Encore une fois, de discriminer, même pas d'aller mécaniquement pour que les poursuites soient engagées. Deuxième chose qui existe, qui est une des faiblesses, qui permettent qu'on n'en arrive pas. Si vous regardez la convention de Mérida, de l'ONU, la convention de l'ONU de lutte contre la corruption, elle a une compréhension très large de la corruption, contrairement à la criminalisation de la corruption qui existe au Cameroun. Donc, de mon point de vue, en passant par cette internalisation et par le renforcement institutionnel et le repositionnement institutionnel de la CONAC, à coup sûr qu'on peut avoir là-dedans un remodélage, une refonte de cette institution pour la rendre davantage opérationnelle. Des choses comme celles qui existent autour de l'ensemble des institutions qui ont été créées pour lutter contre la corruption, on peut les rendre beaucoup plus efficaces. C'est-à-dire, vous avez la NIF, vous avez le contrôle supérieur de l'État, vous avez le tribunal criminel spécial et autres. En réalité, ces structures, si on les rend véritablement indépendantes et qu'on renforce leurs capacités, elles sont en mesure de lutter sérieusement contre la corruption. Vous savez, toutes ces structures-là sont nées à peu près en 2006. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une générosité de la production des institutions qui est en déphasage avec leur efficacité à lutter contre la corruption. Ce que j'appelle souvent l'art de faire semblant d'être en mouvement tout en étant sur place, qui est une sorte de gesticulation institutionnelle, où il y a une prodigalité, une charité dans la production des institutions, mais au niveau des résultats, on se rend compte que la corruption ne se porte jamais mieux qu'après la création de ces institutions-là. Professeur Abbé, cette lecture nous permet justement d'arriver au docteur Mbok. Parmi les sujets phares de cette élection, plusieurs candidats ont abordé la forme de l'État opposant la décentralisation et retour à l'État fédéral. Par ailleurs, certains évoquent la création d'un poste de vice-président pour assurer la dynamique de transition fluide. Quel schéma vous semble le plus approprié? Alors, pour ma part, c'est vrai qu'on a fortement milité pour faire des États, pour pouvoir adopter une nouvelle forme de l'État, parce que la logique voudrait, selon Jean-Jacques Rousseau, qu'on revienne sur le dialogue social, qui consiste en fait en égalité, justice, mais d'abord volonté générale. Et dans la volonté générale, les Camerounais doivent être associés à cette nouvelle dynamique. Je veux simplement rappeler que c'est une question de trajectoire, c'est une question de vision. Chaque État africain, et le Cameroun en particulier, va vers la mondialisation, qui est un rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, quand on construit le Cameroun dans une dynamique, et là on revient à la paix que le chef de l'État a présentée, c'est la paix individuelle d'abord. C'est les hommes, les jeunes, les femmes qui doivent être en paix, qui doivent être heureux d'être des citoyens camerounais, parce qu'ils doivent être à même de produire une dynamique qui va les amener à ne pas rater le rendez-vous de la mondialisation. Le deuxième volet de la paix, c'est le volet communautaire. Les Camerounais doivent être en paix dans leur communauté. Donc, la logique de l'arbre à palabre, il faut se parler, il faut traiter les problèmes de fond, parce que nous allons à un rendez-vous. Et dans ce rendez-vous, nous devons être un bloc, pas éparses. Et le troisième niveau de la paix, c'est donc au niveau national, des institutions. Il faut les respecter. La question de la corruption est une question centrale. La question du foncier, on en parlait en off tout à l'heure, c'est des questions centrales. Donc vous voyez que la forme de l'État qui est souhaitée devrait être une forme concertée.
dans laquelle les Camerounais, et ce que je dis ne concerne pas que le Cameroun, ça concerne toute l'Afrique. Aujourd'hui, on doit intégrer que la volonté générale doit être prise en compte. L'époque où on avait l'État-providence, l'État fort, avec un homme fort, elle est révolue. Cette époque est révolue. Nous sommes dans une époque où c'est un développement participatif, où tous les acteurs ont un rôle à jouer. Et c'est ce qui est intéressant dans le discours du chef de l'État, c'est qu'il annonce aux jeunes, il annonce aux femmes qu'il y a des réformes. Vous voyez que c'est important de faire des réformes. Donc aujourd'hui, je ne vais pas être péremptoire parce que ce soit la décentralisation, que ce soit le fédéralisme, les différentes formes qu'on mettra, ce ne sera pas juste la forme, mais il faudrait qu'il y ait un fond, et un fond dynamique. Donc c'est le fond dynamique qui va faire la différence. Vous avez des États fédérés qui marchent très bien, vous avez des États décentralisés qui marchent très bien. Donc aujourd'hui, et je sors par là, l'Afrique doit s'autodéterminer dans une dynamique individuelle, collective, nationale, pour pouvoir définir la forme qui lui sied le mieux, pour pouvoir aller dans la mondialisation. Et c'est là qu'il faut faire la différence. Parlons-nous, échangeons, causons, amenons ces jeunes à comprendre pourquoi on est jeunes Africains aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait faire pour que l'Afrique s'émancipe. On ne va pas simplement dire sortons du franc CFA, qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on organise, qu'est-ce qu'on met comme mécanique pour remplacer l'existant. Vous voyez qu'il y a donc un travail de concertation et je suis fortement porté sur cette concertation-là. L'un ou l'autre, ça va dépendre du contenu. Monsieur Ilondou, qui parle de développement participatif, parle de développement de chaînes de valeur en partant du plus bas de la pyramide. La relance économique est un pilier majeur du développement économique du Cameroun. Quel secteur et quelle politique dynamique de développement le président doit conduire pour enclencher une nouvelle dynamique, sachant qu'en 2025, la croissance se situe à 3,8%, en dessous de l'ambition affichée dans la stratégie 2020-2030 du Cameroun? Je voudrais d'abord vous indiquer mon identité comme acteur économique, politique et même social au Cameroun. J'ai l'avantage d'avoir, et même le privilège d'avoir vu 2 siècles et 2 millénaires, ce qui appartient pas à toutes les générations, et d'avoir vu le Cameroun évoluer, toute la trajectoire, et d'être en fait ce que j'appelle un ouvrier de la réflexion. C'est-à-dire que pendant que les autres font des choses très utiles, nous réfléchissons sur la marche du pays. Et nous constatons, 65 ans après, que nous sommes passés plusieurs fois devant le même arbre. Et lorsque vous passez devant le même arbre plusieurs fois, arrêtez-vous et posez-vous la question, est-ce que nous ne sommes pas perdus? Vous voyez, les évolutions dont on parle ne nous amènent pas vers le bonheur de nos peuples. Au contraire, au fur et à mesure que le temps passe, on a l'impression que nous allons vers le chaos. Vous avez entendu le professeur Abbé, vous énoncez le nombre d'institutions nées pour lutter contre la corruption. Et on a même l'impression que lorsque ces institutions n'existaient pas, la corruption était moins présente et moins rampante. Si vous observez la démarche économique de nos États, nous allons vers une pauvreté qui est l'un des problèmes majeurs qui aujourd'hui que nos États doivent affronter. Sur le plan politique, les élections sont de plus en plus des moments d'intense violence. Dans tous les États d'Afrique francophone, vous allez observer que la violence est le froment, l'ingrédient majeur de l'approche des élections dans nos pays, que ce soit au Cameroun ou au Congo. Et lorsque vous regardez, la transversalité des problématiques est telle que c'est hallucinant. On a l'impression que c'est la même école qui fabrique la plupart des pays francophones. J'ai regardé encore le Congo hier, c'est le même discours. Regardez nos routes, il faut qu'on chasse celui-là. Parce que, donc, nous sommes dans une... on dit souvent, lorsque le sage vous montre la lune, ne regardez pas son doigt. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je ne pense pas que le président Biya puisse encore être le chef d'État qui va développer des politiques pragmatiques d'opérationnalisation, quel que soit le secteur. 65 ans après, la construction de l'État, la tentative de construction de l'État-nation, il me semble qu'il est important qu'on s'arrête, que l'on regarde le régime politique. Vous remarquerez qu'il y a une focalisation démentielle,
des élites africaines pour le pouvoir. Le pouvoir. Quand les militaires prennent, ils vous donnent 2 mois, ils font 10, 20 ans. Les civils, ils reprennent chaque fois, il faut modifier les constitutions. Alors, il faut repartir vers le pouvoir au plan anthropologique et sociologique, peut-être qu'Abbé est mieux outillé que moi, pour comprendre qu'il est difficile en Afrique, au Cameroun en particulier, de voir passer un ancien lamido ou un ancien chef, je sais pas moi, même d'un village. Alors, on a l'impression que le pouvoir en Afrique a une autre signification et une autre démarche devrait peut-être nous amener à voir comment faire en sorte que le pouvoir devienne moins attractif et moins porteur de violence. Donc je crois que la réflexion doit être posée. Elle doit être l'affaire des élites aujourd'hui. Que les élites africaines s'arrêtent et se posent la question. Est-ce que, lorsque on nous a apporté cette affaire de la bolle, le premier article que j'ai écrit en 1991 sur les questions de démocratie s'intitulait « Entre névropathie et démocratie ». C'est-à-dire qu'en fait, on percevait déjà cette violence qui est aujourd'hui en train d'atteindre son point optimal. Et l'autre chose, c'est que dans les thématiques, et ça je m'adresse à la presse, y compris à vous et à tous les patrons de presse, il faut revoir les thématiques d'avenir. Est-ce que vous savez que sur le plan global, il est prévu que l'Afrique ait 100 États désormais. Et c'est en marche. On a divisé le Soudan. Le Cameroun est en voie d'être divisé, le Nozo... Docteur Ilundu, nous reviendrons sur cette problématique de rupture. Je suis en disant que la RD Congo, etc., il y a une affaire qui se joue au moment où nous nous battons, avec des batailles, avec des questions communautaires, avec des questions alimentaires. Les autres sont en train de construire la nouvelle géopolitique qui va gouverner le monde. Je pense que les cadres africains doivent s'y arrêter. Monsieur Ilundu, nous reviendrons donc à cette politique, à cette réflexion sur la problématique des ruptures ou de communautarisme que vous évoquez. L'enjeu présidentiel a montré un véritable rééquilibrage des forces de l'unité et de la continuité nationale qui est venu clore le cycle de l'élection présidentielle 2025, tout en ouvrant le chapitre du nouveau septennat. Regardons ensemble cet extrait du président de la République. J'en appelle au sens des responsabilités des uns et des autres. Et je m'adresse à tous ceux qui s'emploient à attiser la haine et la violence dans notre pays, notamment à certains de nos compatriotes de la diaspora. Le Cameroun n'a pas besoin d'une crise post-électorale dont les conséquences pourraient être dramatiques, comme cela s'est vu sous d'autres cieux. Mes chers compatriotes, il est de ma responsabilité de veiller à ce que l'ordre soit maintenu. Je puis vous l'assurer, l'ordre régnera. Un discours avec des engagements, mais surtout dans un véritable climat d'attente et de réalisation concrète. Monsieur Ndondo, quels signaux et quels engagements phares au niveau de cet extrait du discours du président de la République? Non, les premiers engagements que nous prenons de manière spontanée, c'est d'abord l'engagement à rétablir, je l'ai dit tout à l'heure, l'ordre républicain, parce que c'est le plus urgent, étant donné qu'il y a un peu de séisme dans le contexte social. Le deuxième engagement, c'est certainement lié à l'engagement de mettre sur orbite, le président Paul Biya l'a dit, mettre sur orbite les jeunes et les femmes pour le prochain septennat. Je crois que c'est beaucoup plus ça que nous retenons de manière véritablement générale, à part effectivement le travail quotidien qui lui appartient de relever le niveau de vie de chaque Camerounais, de faire en sorte que, tout à l'heure vous avez posé la question à José-Marie Ilundu sur la problématique de la croissance économique. Je crois que le président, il a ça. Lorsqu'il dit qu'il faut relever le niveau de vie, il dit qu'il faut peut-être passer, vous avez évoqué le taux de croissance à 3%. Il faut aller, n'est-ce pas, au-delà de 3%. Je crois que cette année, en 2025, nous serons certainement effectivement à 4%. L'objectif étant pour pouvoir atteindre peut-être 8% pour que l'émergence dans la dizaine, dans la décennie 2020-2030, n'est-ce pas, puisse se concrétiser. C'est un objectif dont l'objectif c'est d'aller au-delà, n'est-ce pas,
approcher les 8%, sinon aller au-delà, faire un taux de croissance à 2 chiffres. Mais tout ceci ne peut se faire que lorsque l'économie est véritablement mobilisée. Mais pour que l'économie soit complètement mobilisée, il faut qu'il y ait un facteur qui puisse favoriser sur le plan de l'environnement international. Il faut absolument que l'environnement international soit vraiment prospère, parce que l'environnement international menace beaucoup, n'est-ce pas, les économies nationales. Je crois qu'à ce niveau, on peut estimer que lorsque l'économie du monde se relèvera, sans doute, n'est-ce pas, ça va entraîner également notre économie. Donc voici un peu les engagements rapides que le président donne pour que son peuple puisse retrouver, n'est-ce pas, la prospérité qu'il nous a promise. Docteur Mbok, M. Ilundu, quelle lecture faites-vous sur le plan politique des engagements du président Paul Biya, volonté de réforme profonde avec une impulsion économique et sociale ou recherche d'une stabilité, voire d'une continuité politique? M. Mbok, vous d'abord. Alors, il faut rappeler qu'il a dit dans ce discours que je vous ai entendu. Et nous osons croire qu'il a entendu, mais qu'il a entendu la réelle dynamique d'un peuple qui pose sur la table des questions et des problèmes réels. Des problèmes réels de développement, des problèmes réels d'infrastructure, des problèmes réels même d'éducation, parce que le système éducatif a été restauré, on va dire comme ça, au niveau des doctorats et des différentes écoles. Il faut rappeler ici que les Camerounais sont vraiment passés à une autre phase, une phase d'observateurs distants à acteurs qui veulent participer au développement de la nation. D'où l'engouement pendant les campagnes électorales, d'où l'attitude des jeunes qui aujourd'hui se sentent frustrés, qui pensent avec un certain discours que leur victoire a été volée. Mais au fond, qu'est-ce que les gens cherchent dans la victoire de l'un ou de l'autre? C'est le changement. Et le changement viendrait de ce que celui qui est aujourd'hui chef de l'État élu puisse impulser des réelles dynamiques. Une fois de plus, pour impulser cette dynamique, il faut intégrer les différents acteurs. Ça commence déjà par la presse, qui doit avoir une communication responsable. Ça commence également par la société civile, qui doit pouvoir encadrer et apporter une éducation sociale à la masse. Parce que aujourd'hui, quand on vous dit travail, la majorité des jeunes vont à un bureau climatisé. Pourtant, quand on est dans une dynamique de développement, l'agriculture devrait être même le terrain vers lequel on va aisément. Donc il y a un discours qu'il faut construire, une explication qu'il faut apporter, mais surtout des actes concrets qu'il faut poser. Aujourd'hui, à côté du remaniement, qui serait un signe de la dynamique qui est en place, il faudrait également qu'il y ait des investissements conséquents dans l'industrialisation. Aujourd'hui, le Cameroun regorge quand même d'un potentiel incroyable. En termes d'agriculture, en termes d'élevage, nous avons des capacités qui peuvent nourrir la CEMAC, la ZLECAf et même l'Afrique dans sa globalité. C'est vers là qu'il faut aller pour montrer qu'on a la volonté de changer les choses et de faire les choses différemment. Les questions comme la corruption vont se traiter quand les gens seront de plus en plus à l'aise dans leurs avoirs, dans leur pouvoir d'achat. C'est vraiment un processus qui peut se construire. L'un mourra naturellement, l'autre vivra parce qu'il y a une réelle volonté nationale de bien faire les choses. De l'autre côté, vous avez posé la question d'entrée au niveau de la vice-présidence. Il faudrait une fois de plus qu'il y ait effectivement, vu l'âge du président de la République, il est là. Bon, je ne vais pas venir forcément dire qu'il peut ou qu'il ne peut pas. Il est déjà là. Et parce qu'il est là, il faudrait qu'il crée une dynamique avec une vice-présidence qui permettrait donc d'abord que ce soit un jeune dynamique, capable d'impulser de nouvelles politiques responsables. Et ce n'est qu'à partir de là que les différents discours difficiles qu'on a vont commencer à se tasser. Parce que la jeunesse est rapidement emballée quand elle est oisive. Elle est rapidement emballée quand elle n'a pas de perspective. Elle est rapidement emballée quand elle voit l'Eldorado ailleurs. Pourtant, on peut construire l'Eldorado chez nous en Afrique. Il y a donc un autre acteur que je vais convoquer, c'est les hommes politiques. Il faut qu'il y ait une éducation politique d'appoint en Afrique, de manière à ce qu'on ne voit pas la politique comme un strapontin pour avoir le pouvoir, mais comme justement un instrument d'éducation, de projection, de prospective pour que le Cameroun, les autres pays africains se portent mieux dans la mondialisation. J'insiste là-dessus. Si on n'a pas une vision dans ce sens, on ne pourra pas chercher l'adversaire comme la Chine. On va chercher l'adversaire comme notre voisin qui est moins peuplé que nous, qui a moins de richesses que nous. Et on dit, mais écoutez, les pays équivalents en Afrique, nous sommes au même niveau. Ce n'est pas en Afrique
que nous devons avoir nos références. Un Cameroun tourné donc vers l'extérieur. Et capable d'apporter des productions. Je sors en disant, oui, actuellement, on peut encore changer les choses, mais pour changer les choses, il faut se doter des politiques responsables, mais surtout des hommes qui savent, qui sont des serviteurs et non des maîtres. Monsieur Iliondo, vous avez écouté le Dr Mbok ainsi que Monsieur Ondondo, qui est très optimiste. Il pense à une croissance à presque deux chiffres d'ici 2030. Le Dr Mbok parle de capitaliser sur notre potentiel humain, une jeunesse à près de 70% jeune, de part d'industrialisation. Comment est-ce qu'on peut arriver à cet idéal de croissance économique dans le contexte politique dans lequel nous sommes aujourd'hui? Nous avons un exemple en Afrique d'un pays parti d'une situation d'après-conflit qui a réussi à porter son économie à 2 chiffres de croissance. Ce pays s'appelle la Côte d'Ivoire. Pour y arriver, la Côte d'Ivoire avait levé 30 000 milliards sur le marché financier. 30 000. C'est vous donner à peu près une manière de voir comment les choses se font. Ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est même pas une question de tel est mauvais ou tel est bon. L'infrastructure a une faille. La faille, c'est le financement. C'est ça le problème du Cameroun. Vous vous rappelez bien que ce n'est pas la première fois que le chef de l'État parle des jeunes. Je crois qu'il y a eu 103 milliards, n'est-ce pas? Est-ce qu'on n'a jamais eu même le rapport de ces 103 milliards? Qu'est-ce que c'est devenu? C'était pour les jeunes. 103 milliards. C'était un plan, je crois, d'urgence, quelque chose comme ça. Il y a des plans, il y a eu des plans comme ça. Et en fait, pourquoi c'est comme ça? Vous revenez sur la décentralisation. Quand vous prenez le texte sur la décentralisation, le texte vous dit il faut 15% pour les régions dans le budget. Si on prend un budget minimal de 6 000 milliards, ça va faire 90 milliards par région. Mais est-ce qu'il vous souvient qu'une seule région a eu déjà 5 milliards? La vérité est là, c'est-à-dire que nous n'avons pas les moyens annoncés. Nous ne pouvons pas développer un budget de 7 000, 10 000 milliards de manière certaine. Parce que le budget n'est qu'une projection. Mais la réalité, c'est le recouvrement, la réalité, c'est la gestion quotidienne. Est-ce qu'on peut donc apporter? Les régions ont 3 milliards, 4 milliards. C'est ça. Et ce n'est pas parce qu'on ne veut pas donner de l'argent aux régions. C'est parce qu'il n'y en a pas. Alors, il y a donc un problème, c'est que l'infrastructure qui permet de développer le pays est là. Les jeunes sont. Mais la diaspora dont on parle, c'est des milliers d'ingénieurs, des milliers de médecins. Il suffit qu'un jour, le bras tendu du président, qui crée peut-être un ministère de la diaspora, et qui dise entrez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces ressources? Puisqu'aujourd'hui, on est devenu exportateur de ressources intellectuelles. Hein? Donc, Cameroun exporte vers le Canada, un peu partout. Donc, ça veut dire que nous qui décrions notre système éducatif, il ravitaille plutôt des puissances mondiales en matière de cerveau et de brain. Je pense qu'il faut qu'on fasse la réflexion. C'est-à-dire, vous avez évoqué le franc CFA tout à l'heure. Et le président Biya est celui aujourd'hui qui a la posture permettant de faire le grand saut. D'abord, le franc CFA, la monnaie est un attribut de souveraineté. Vous me donnez ma monnaie, vous me laissez me planter. Une fois, je ne sais pas en quoi ça vous concerne. S'il me plante avec mes gens et mon pays. Ça veut dire que je n'ai pas les moyens de le faire intellectuellement. Mais le Cameroun gère quand même, depuis les BEAC et autres, il y a des gens ici qui peuvent conduire cette affaire. Et donc, on a un problème. Il faut passer du CFA à... Dans le fonctionnement, ce n'est pas l'appellation. C'est-à-dire, il y a le compte d'opération et autres. Il faut que le Cameroun puisse émettre sa monnaie. Lorsqu'en 2008, les États-Unis d'Amérique sont traversés par les subprimes, c'était pendant John McCain et Barack Obama étaient en compétition. Ils se sont arrêtés. Ils ont donné à Paulson, à Bush, le pays. Il dit, ça ne va pas. Qu'est-ce que, première action, Bush a demandé au Trésor américain d'imprimer pour 1000 milliards de dollars. C'est comme ça. C'est scientifique, c'est technique.
le Cameroun a les moyens d'amortir une monnaie. C'est de l'or, c'est du diamant, c'est de la bauxite, c'est du bois, c'est du pétrole. Nous pouvons amortir. De quoi avons-nous peur? Il faut démarrer quelque part. Dans les conditions actuelles, j'ai entendu le ministre des Finances qui cherche 2000 milliards. Ça ne peut pas, c'est une goutte d'eau. Il faut absolument faire en sorte que les Camerounais soient un peu plus courageux et qu'ils cessent d'avoir des discussions de petit niveau. Moi, je suis étonné, toi, tu es Bassa, l'autre, ceci. Nous sommes au petit niveau. J'ai dit aux jeunes Camerounais qui font des discours complètement démentiels, l'adversaire du petit étonne est chinois. Il n'est pas camerounais. Monsieur Ilondou avait évoqué là tout à l'heure la question de la diaspora, la fuite des cerveaux, que le président lui-même a évoqué dans son extrait de discours que nous avons qui est une vraie saignée, tout à qui est l'heure. un problème parce que je voudrais à présent le cerveau d'un pays, au professeur Abbé sur cette question. C'est ça qui fait, c'est le premier ingrédient de la croissance. Professeur Abbé, monsieur Ilondou évoquait tout à l'heure un concept critique en Afrique aujourd'hui, celui de la fuite des cerveaux. La diaspora aujourd'hui qui conteste également les résultats. La publication des résultats a entraîné son lot de contestations avec des dérives. Comment aujourd'hui un État de droit peut-il reconstruire un nouveau contrat social avec son peuple? Il faut d'abord prendre en compte ce que les résultats des élections ont en réalité donné comme signification et expression. Il y avait à peu près 8 millions de Camerounais qui sont inscrits dans les listes électorales. On en a eu à peu près la moitié, soit 4 millions, qui sont effectivement allés remplir leur acte civique de vote. Et le chef de l'État a gagné avec à peu près la moitié de cette moitié-là. Ce qui signifie qu'en réalité, on a à peu près 30% de personnes qui étaient inscrites dans la liste électorale qui ont exprimé leur suffrage en faveur du chef de l'État. On n'est donc même pas à 50%. Ça veut dire, et quand on voit le résultat obtenu par le chef de l'État, qui est à peu près à 53%, 53-54%, cela signifie que les Camerounais demandent au chef de l'État de faire une rupture. Vous ne pouvez pas dire que vous allez lutter contre le phénomène dont vous parlez. Certains parlent de fuite des cerveaux, mais moi je préfère parler de circulation des cerveaux. Circulation parce qu'on est rentré dans la globalisation et que un cerveau n'est utile à un endroit, si on peut parler de fuite, que si il est utilisé. À partir du moment où il n'est pas utilisé localement, vous ne pouvez pas en réalité dire que ce cerveau a fui, puisqu'il vous était inutile. De mon point de vue aujourd'hui, la plupart des gens qui partent, c'est généralement les gens en plein potentiel, qui sont au niveau de pouvoir donner davantage au Cameroun. C'est les jeunes. C'est un certain nombre d'enseignants qui sont dans leur plein potentiel. C'est un certain nombre d'acteurs du personnel de santé qui sont en plein usage. Ça veut dire que ces gens disent que leurs conditions de vie se sont terriblement dégradées. Et parce que leurs conditions sont terriblement dégradées, ça veut dire que quand survient une crise qui est liée soit à la santé, soit à un problème de logement, soit à l'alimentation, ils n'arrivent plus à se subvenir. Ce qui signifie en fait que les digues sociales qui permettaient la protection sociale, elles également ne fonctionnent plus. Et que ces gens sont donc plus protégés, ont un problème de protection sociale. Or, quand on parle de protection, on a un dispositif de sécurité. On n'a pas de dispositif de sécurité sociale au Cameroun, on en est encore à la prévoyance sociale. On n'a pas la couverture santé universelle qui est limitée à quelques personnes. Ça veut donc dire qu'en réalité, ces gens disent, pour que nous ne partions plus, organiser là-bas les conditions pour que nous soyons à même de vivre dans une situation de protection sociale et non dans une situation d'insécurité sociale. Et cela signifie qu'il faut réformer ce qu'on appelle aujourd'hui la prévoyance sociale et passer à la sécurité sociale. Et ça, la prévoyance, la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, démontre aujourd'hui qu'elle est liquide. Quand il n'y a qu'à voir le travail, et ça aussi c'est sûrement parce que M. Mokoulou fait un travail titanesque et sérieux de ce côté-là. Donc de mon point de vue, pourquoi ne pas arriver aujourd'hui à une loi sur la sécurité sociale qui ferait que les postes de dépenses au niveau des ménages, qui sont les plus lourds,
à savoir la santé, si on a un système de sécurité sociale, il y a un certain nombre de choses que les gens pourront être en mesure de gérer parce que la sécurité sociale prendrait cela en charge. Des éléments liés, par exemple, au logement. Les logements sociaux au Cameroun, ça, il faut le dire, on n'a pratiquement pas de logements sociaux parce que quand vous arrivez au niveau des logements sociaux, c'est les mêmes qui sont déjà plus nantis, qui sont déjà plus favorisés, qui se réinstallent ou installent les membres de leur famille quand ce ne sont pas des copines qu'ils installent dans ces logements sociaux. Et finalement, les couches défavorisées n'y ont pas accès. Donc, à mon avis, il y a aujourd'hui un travail à faire de ce point de vue-là. C'est des éléments qui peuvent améliorer la perspective sociale. Il faut donc, en réalité, au niveau des services sociaux de base, que sont la santé, l'éducation, le logement et tout y quanti, qu'on arrive à avoir des politiques qui permettent aux Camerounais d'avoir une base de vie minimale pour leur dire désormais ne partez plus parce que des gens partent à contre-cœur. Je vais vous le dire, ceux qui partent ne sont même pas nécessairement les plus pauvres. Parce que pour partir, il faut de l'argent pour y aller. Mais en réalité, il y a une manière de se représenter et de vivre le quotidien ici qui les amène à penser qu'ailleurs, ce sera mieux que localement. Il faut donc faire en sorte que les Camerounais retombent amoureux des conditions dans lesquelles, de leur pays et des conditions dans lesquelles ils peuvent vivre. Et je vais vous dire que c'est extrêmement dangereux de perdre les ressources humaines qui sont dans leur plein potentiel. C'est contre-productif pour ceux qui disent vouloir aller vers l'émergence. Aujourd'hui, tout est démontré que c'est le capital humain qui est la ressource la plus importante quand un pays veut aller dans la question du développement. Il faut donc ouvrir des possibilités aux gens. Il faut faciliter. Vous voyez au niveau, par exemple, des conditions d'investissement. On crée déjà facilement les entreprises au Cameroun. Mais quand vous regardez au niveau des impôts, vous regardez un certain nombre d'éléments. Heureusement, le chef de l'État en a parlé dernièrement, qu'il pourrait avoir une politique fiscale qui donnerait des possibilités à certaines entreprises pour que, en retour, elles soient ouvertes à aider au niveau de la crise de l'emploi. Donc, de mon point de vue, c'est tout le social, c'est toute la question sociale qui est à l'origine de ça. Il ne suffit pas de dire au Cameroun, ne partez plus. Si je suis en difficulté ici et que je n'arrive pas à vivre dans les meilleures conditions et que ma vie est tout le temps exposée et que les conditions de vie se dégradent quotidiennement et que je vis dans une vulnérabilité, ne me dites pas de rester. Professeur Abbé, vous faites bien de rebondir sur cet enjeu du social que le président de la République a voulu mettre au centre de son nouveau septennat. Les attentes des citoyens, notamment des jeunes en matière d'emploi et de gouvernance, des institutions publiques cristallisent les opinions. Selon des données de l'Institut national de la statistique, le taux de chômage de la population active était estimé à environ 3,3% en 2023 et d'autres analyses montrent que pour les jeunes diplômés de 25 à 35 ans, le taux de chômage atteint près de 14,8%, soit environ 5 fois plus que celui des personnes non scolarisées. Un déséquilibre qui interroge sur l'efficacité des politiques publiques et qui interpelle le directeur général du Fonds national de l'emploi, Camille Mouté-Abidias, et du président de la République. On regarde ces extraits. Au moment de prendre mes fonctions, je mesure pleinement la gravité de la situation que traverse notre pays. Je mesure le nombre et l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. Je mesure la profondeur des frustrations, l'ampleur des attentes. Je mesure l'importance des responsabilités qui vont être celles du président de la République. Je voudrais en cette occasion solennelle renouveler devant vous un engagement que j'ai déjà pris par le passé dans les mêmes... Le projet de société dont je suis porteur vous a été exposé et expliqué de long en large pendant la campagne électorale qui vient de s'achever. À cette occasion, comme lors des consultations stratégiques qui se sont déroulées au palais de Yaoundé, mes équipes et moi-même avons également veillé à écouter les doléances des Camerounais
vivant à l'intérieur du pays comme ceux vivant à l'extérieur. Nous avons entendu leurs préoccupations, leurs frustrations, leurs doléances, mais aussi leurs aspirations, leurs attentes, leurs espérances et leurs suggestions. Ces échanges féconds nous serviront assurément de boussole pour guider notre action présente et future. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, ainsi que j'ai eu l'occasion de vous le dire, la situation des jeunes et des femmes sera au cœur de mon action tout au Mais écoutez, le président l'a bien situé, hein. Il a donné une orientation. Ce mandat, il a, entre autres, il a insisté qu'il va être un mandat pour les jeunes et les femmes. Mais les jeunes surtout pour la question de l'emploi, hein, l'emploi des jeunes. Il avait déjà évoqué ça à Mawa. Il est revenu là-dessus aujourd'hui avec insistance. Eh bien, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que le message est bien passé. Nous attendons, nous sommes prêts. Professeur Abi, vous l'avez indiqué tout à l'heure, on ne peut pas développer le Cameroun si on n'investit pas dans le capital humain et pour cela, il faut pouvoir offrir des emplois aux jeunes. Dans quelle mesure la problématique de l'emploi jeune peut-elle devenir un facteur déterminant de la paix sociale au Cameroun? Alors, vous savez, aujourd'hui, moi je suis enseignant et comme enseignant, je forme des milliers de Camerounais par an. Et à ce titre-là, je suis également parent. C'est-à-dire que quand j'ai quitté ma position d'enseignant, qui a produit un capital humain à la société, le lendemain, je me retrouve comme parent. On a malheureusement une trajectoire qui est celle de la société camerounaise qu'il va falloir inverser. C'est-à-dire que quand les gens sont formés, ils n'attendent pas nécessairement qu'ils soient recrutés. Mais on se rend compte que justement, à ce niveau-là, les recrutements n'existent pas. Or, il y a une relation très forte entre le système éducatif et le marché de l'emploi. Lorsque nous disons qu'il y a une relation très forte, c'est que notre système éducatif ne forme pas généralement pour que les gens entrent dans la logique de l'auto-emploi. C'est une culture qui n'existe pas. Il y a de nombreux jeunes qui aujourd'hui commencent à le développer. J'entends beaucoup de discours sur l'étudiant entreprise, sur l'étudiant entrepreneur, sur un certain nombre d'éléments qui permettent aux jeunes étudiants de maturer leurs idées de formation d'un entrepreneuriat. Mais il y a un autre élément qui va se jouer, même lorsque vous avez réussi à créer votre entreprise. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un principe, quand vous regardez le Code du travail du 14 août 1992, vous allez vous rendre compte que c'est un Code du travail où on est passé d'une logique où on protégeait l'employé à une logique où aujourd'hui l'employé est à la merci de l'employeur. Quand nous disons le chômage, en réalité, il ne faut pas vous arrêter uniquement à ceux qui sont en quête d'emploi. Il faut également tenir compte des emplois précaires, c'est-à-dire que des gens qui sont hautement qualifiés, qui se retrouvent sous-employés, c'est-à-dire que vous êtes recruté avec un master de pointe, et parce que vous avez cherché, vous n'avez peut-être pas eu les moyens pour arriver à monter votre entreprise, vous vous êtes retrouvé comme cela en disant on fait semblant pour l'instant, vous vous retrouvez à être payé en deçà des possibilités. L'autre élément important sur la question de l'emploi, et ça je n'ai pas suivi le chef d'État en parler, c'est la politique au niveau des structures bancaires au Cameroun. Parce que vous pouvez même avoir monté, avoir une bonne formation, avoir monté un projet, une entreprise qui est bancable, lorsque vous n'avez pas les possibilités qui vous permettent qu'en réalité la banque puisse financer, parce qu'elle demande un certain nombre de gages pour pouvoir financer votre activité. On a aujourd'hui la banque des PME, on a le ministère des PME. Je ne suis pas sûr que le travail qui est fait par eux aujourd'hui est à mesure d'endiguer la forte demande qui vient à travers le nombre d'étudiants qui sont compétents, qui sont qualifiés
qui sont inventifs, qui sont créatifs et qui peuvent mettre en place des startups. Donc, de mon point de vue, c'est tout cela qu'il faut mettre. Il faut mettre en relation à la fois la loi, le système scolaire, le système bancaire, les questions liées aux impôts et autres pour pouvoir rendre possible la résorbation de la question de l'emploi dans la situation qui est celle du Cameroun pour que les Camerounais arrivent. Beaucoup ont envie, manifestent un désir très profond, montrent de la créativité, montrent de l'inventivité. J'ai rarement vu un peuple aussi créatif que les Camerounais, qui sont vraiment créatifs là-dessus. Mais en fait, l'environnement des affaires, et ça, c'est un autre élément. L'environnement des affaires est un gros problème chez nous. Quand vous parlez de l'environnement des affaires en dehors des éléments que j'ai indiqués, vous pouvez ajouter également notre système judiciaire. Je ne lance pas ici une pierre à ce système judiciaire, mais vous allez vous rendre compte que quand vous avez un problème au tribunal, c'est la croix et la bannière. Et à ce titre-là, de mon point de vue, c'est tout ça qu'il faut améliorer pour essayer de mettre en place une politique d'emploi qui soit pertinente. On parle de politique d'emploi, je m'adresse maintenant à vous, Dr Mbok. Le professeur Abbey évoquait tout à l'heure la qualification de la main-d'œuvre camerounaise. Est-ce que vous ne pensez pas que ce taux de chômage aujourd'hui peut être interprété comme le point culminant de la défaillance du système de formation camerounais et de l'offre ou de l'orientation professionnelle? Je ne veux pas parler de défaillance, mais je veux parler simplement de refus, de mise à jour. Et quand je dis refus, c'est simplement parce qu'il y a des intelligences qu'on aurait dû consulter pour améliorer cette chaîne de valeurs-là. Mais malheureusement, on est toujours dans une gestion un peu clanique, comme ça, familiale, amicale. Et finalement, la vision qui devrait nous amener quelque part n'est plus prise en compte. Ce qui fait donc que, et le professeur l'a dit dans son propos premier, je pense bien, on crée des structures sans leur donner de véritables forces d'action. Et c'est un peu le problème qu'on a au Cameroun parce qu'on a créé plusieurs projets qui devraient créer de l'emploi de PSI, par GRU. Il y a eu beaucoup, l'économiste en parlait également tout à l'heure, de différents financements qui ont été mis sur pied. Tout ça était fait pour quoi? C'était pour qu'à la clé, on crée des chaînes de valeur, qu'on crée de la richesse, qu'on crée donc de l'emploi. C'était ça le but. Mais quand on a tous ces moyens et qu'il n'y a aucune pression pour rendre compte, ni aux députés, parce que je continue à me poser la question de savoir quel est effectivement leur rôle. Ils sont censés contrôler l'activité gouvernementale, entre autres, mais on a l'impression qu'ils se limitent aux questions orales. Et finalement, il n'y a même pas un compte rendu qui est fait au peuple, qui les a amenés là-bas. Vous voyez que la rupture est à plusieurs endroits. L'absence de suivi, même de coercition, est tellement criarde que finalement, personne ne met du sien pour pouvoir monter d'un cran. Ceux donc qui font des, j'ai envie de dire comme ça, des miracles, comme la CNPS, qu'on peut citer aujourd'hui, et d'autres entreprises publiques qui font un chiffre et qui créent de l'emploi, on les taxe un peu de personnes particulières, ou alors parfois on a tendance à croire que c'est des super leaders. Mais c'est simplement parce que eux, ils ont mis de la volonté pour bien faire les choses. Il y en a qui n'ont aucune pression, malheureusement. Et c'est là, pour revenir à la gouvernance, parce que là aussi c'est un autre problème, la gouvernance devrait être tenue de main de fer par le chef de l'État, qui devrait avoir des objectifs à court, à moyen et à long terme, de manière à ce que le peuple soit informé de la dynamique dans laquelle nous sommes en train d'aller, et quand il y a une défaillance, qu'on puisse poser le doigt sur le problème. Aujourd'hui au Cameroun, si vous posez la question sur les budgets qui sont alloués, on ne peut même pas vous dire où est le problème. Parce qu'il n'y a pas un suivi, parce qu'il n'y a pas un contrôle, parce qu'il n'y a pas de vérification. Donc, dire que c'est la défaillance, c'est être gentil. C'est être gentil parce que c'est comme s'ils avaient essayé et ça n'a pas marché. Non, ils n'ont pas essayé. La majorité n'ont pas essayé. Et c'est ce que les Camerounais reprochent à notre gouvernance dans sa globalité, l'absence de contrôle, de suivi, de sanctions. On est dans une tolérance comme pas possible. Et finalement, qui souffre, c'est la ménagère, c'est le petit employé qui avait droit justement à cette sécurité. On est encore dans la prévoyance, pourtant on devait parler de sécurité. Donc, quand le chef de l'État lui-même dit que je dis ce que j'ai déjà dit avant, il est en train de rappeler qu'on patine.
Et nous, ça nous pose un problème parce que ce n'est pas là qu'on veut entendre ça. C'est sur les actes qu'on veut entendre ça. C'est-à-dire qu'on ne peut plus accepter une gouvernance qui dit non, demain on va faire. Non, on va voir comment prendre des mesures. Non, il faut prendre des mesures maintenant. Il a dit, ça va faire pratiquement une semaine, qu'il a entendu la pression, les cris, les pleurs des Camerounais. Mais quand une semaine après, il n'y a pas une action particulière, à part celle du ministère du Commerce, qui n'est pas à négliger, mais le professeur l'a dit, est-ce que c'est capable d'endiguer la demande qui est forte, qui est grandissante? Là, c'est un problème. Moi, je pense qu'en Afrique, et au Cameroun en particulier, il faudrait que les dirigeants comprennent que quand ils sont nommés pour suivre une vision qui est celle du bien-être des populations. Mais pas seulement de leur famille, des populations. Et quand on a intégré la dynamique des populations, on rentre donc dans une envie de marquer l'histoire par la qualité de son travail. Et je me rends encore compte que ce n'est pas un logiciel qui est commun en Afrique. C'est-à-dire que les gens veulent laisser comme héritage des grandes maisons, des grands immeubles, mais ne veulent pas laisser comme héritage un construit national qui permet quand même de s'asseoir et de se dire, à telle époque, tel est passé, voilà ce qu'il a fait. À telle époque, tel est passé, voilà ce qu'il a fait. On a eu combien de ministres de l'Emploi qui sont passés? Quelles sont les politiques qui ont été mises de manière dynamique pour pouvoir résorber ce problème? On a eu combien de gouvernements qui sont succédés, qui devraient créer une dynamique réelle? Parce qu'on n'est pas surpris par la démographie. Vous êtes gentil dans vos statistiques quand on parle de l'INS. Quand on parle du chômage dans le milieu des intellectuels, on est à 75%. Quand on a pris ces intellectuels dans la globalité, différentes formations techniques et générales, 75%. Pour vous dire combien c'est vécu très difficilement dans notre société, quelqu'un qui a une licence, qui a un master, qui se trouve à être vigile, parce qu'il faudrait qu'il nourrisse sa famille. Il a beau être là devant vous, mais en fait, il est dévasté dans son cœur, il est dévasté dans son âme. Et voilà donc ce qui a créé tout ce que vous avez vu pendant cette campagne, comme tension, comme, j'ai envie de dire, même frustration exacerbée, parce qu'un pan comme l'emploi est un pan central dans une nation. Quand tous ceux qui sont les acteurs de cette chaîne ne prennent pas la pleine mesure de leurs responsabilités, le chef devrait immédiatement sanctionner pour montrer aux populations que nous sommes dans une dynamique. Ceux qui ne suivent pas, on les met de côté et on continue. Il y a donc ce problème d'absence de politique, il y a le problème d'absence de sanctions, il y a le problème d'enrichissement assez difficile quand même de certains, au détriment des autres, où on se dit, est-ce que c'est deux Cameroun, est-ce que c'est deux nations, est-ce que c'est deux pays vers qui on va se tourner? C'est là que va le chef de l'État pour créer notre malaise, notre frustration, notre gêne. Il faut donc aujourd'hui que les uns et les autres retiennent, parce qu'on pense qu'un remaniement va arriver. Le PAN a remis le stylo du remaniement. Il faudrait donc que ceux qui vont prendre fonction dans ce nouveau septennat comprennent bien que ça va être le septennat du rachat. S'ils travaillent bien, ils auront racheté les 43 ans. S'ils travaillent mal, ils auront enfoncé le chef de l'État, mais dans une tombe compliquée. Nous marquons une courte pause dans ce débat et dans la suite de nos échanges, nous reviendrons justement à la question des perspectives politiques. Le nouveau gouvernement attendu et la forme de gouvernance au Cameroun. La tension observée lors de la crise post-électorale s'est transformée en une attente forte sur les prochaines décisions du président de la République. Le nouveau gouvernement est attendu comme un symbole d'écoute du peuple par le président Paul Biya. Suivons les attentes des Camerounais recueillies par Joseph Moifo. Les priorités auxquelles le chef de l'État doit s'attaquer en priorité, je tiens d'abord à féliciter Dieu Tout-Puissant d'avoir permis que le président de la République soit reconduit à son poste. Parce que c'est un homme de vision, un patriote, un homme qui aime son pays dans tous les sens. Ensuite, les priorités, le champ de développement du Cameroun est vaste. Les priorités sont nombreuses. Mais la première des choses sur laquelle je voudrais inviter le chef de l'État à s'appesantir, c'est d'abord de renouveler le gouvernement. Ensuite, s'attaquer au problème des infrastructures.
notamment les infrastructures routières, parce que le Cameroun en manque. Ensuite, le chef de l'État doit s'attaquer au problème de la jeunesse. Parce que lors de la dernière élection présidentielle du 12 octobre 2025, la jeunesse s'est exprimée. Et nous sommes certains que le chef de l'État a capté le message. Il y a le chômage, les difficultés sont nombreuses et cette jeunesse attend beaucoup du président de la République. L'autre chantier est celui des femmes. Les femmes, c'est l'essence même de la vie de la nation. Elles sont au four et au moulin. Elles doivent être prises en compte dans le déploiement de sa politique de tous les jours. Ensuite, le chef de l'État devrait voir comment développer les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Agriculture et élevage qui est le socle même du développement de la vie. Sans oublier le champ le plus important, le champ de la sécurité. Parce que vous savez, sans les ignorer, le Cameroun est la cible de beaucoup d'ennemis, très souvent tapis dans l'ombre, qui sont à l'extérieur. On n'aimerait pas que le président de la République perde un temps sur le problème de sécurité. C'est un problème essentiel. Et bon, pour terminer, nous lui souhaitons deux choses. Longévité, santé. Pour que le Cameroun, sous sa direction, connaisse un développement harmonieux. Nous l'attendons. Il a fait une belle part à la femme et à la jeunesse. Et j'attends de lui, en plus du pourcentage de femmes représentées dans les sphères de prise de décision, que ce nombre soit de plus en plus augmenté. C'est tout ce que moi je peux dire. Alors quel est le message que vous envoyez en direction du chef de l'État aujourd'hui? Mon message, c'est un message de félicitations, d'encouragement, qu'il continue dans la même lancée et qu'il pense davantage à la femme. La femme, elle est au centre de toutes nos préoccupations dans la société. Merci madame. C'est parfait. Oui, les priorités sur lesquelles le chef de l'État devait s'attarder, certainement il a pu énumérer quelques-uns, mais nous on aurait souhaité aussi encore un concours comme genre recrutement de 25 000 ou 50 000 jeunes, comme par le passé, pour résoudre ou bien répondre un peu au sous-emploi de la jeunesse. Certes, beaucoup ont été énumérés par le chef de l'État dans le sens des préfinancements, des appuis aux petites et moyennes entreprises, l'ouverture du cycle doctorat dans les universités, beaucoup de choses, mais aussi on attendait aussi un vaste recrutement, soit disant 50 000 jeunes pour divers ministères. Le message que j'adresse en direction du chef de l'État en ce moment, c'est un message de fierté. D'abord, nous sommes très contents de sa réélection à la tête de l'État du Cameroun. Et en même temps, nous savons aussi en ce moment précis qu'il n'y a pas mieux que lui pour être à la tête de l'État du Cameroun. Un autre message, c'est que nous souhaitons que le chef de l'État soit plus proche de la population. Nous le souhaitons plus proche de nous, qu'il vienne dans les 10 régions du Cameroun, pourquoi pas une fois par an. Certes, il a prouvé aujourd'hui qu'il est un chef d'État debout. Je pense que ce que je souhaite pour le chef d'État, c'est qu'il doit d'abord changer son gouvernement. Oui, renouveler son gouvernement. Prendre les jeunes et travailler avec eux. Oui, je pense que c'est ça mon souhait. Bon, ce que je peux encore souhaiter au chef de l'État, c'est longue vie et que le bon Dieu, que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui a permis qu'il prenne encore le pouvoir, cette fois-ci lui accorde les moyens, que ce soit spirituellement ou même physiquement, de pouvoir tenir cette charge. La première priorité que le chef de l'État doit se consacrer, c'est la question des infrastructures routières dans notre pays. Nous sommes un pays qui doit aller vers l'émergence, mais la direction prise par le pays n'augure pas, parce qu'il manque véritablement des routes dignes d'un pays qui se veut émergent. Et pour cela, le chef de l'État doit s'y attaquer, doit mettre sur pied un vrai programme de développement, de construction des infrastructures routières.
Nous avons beaucoup de pays de l'Interland. Il faudra que nous pensions à ce qu'il y ait une autoroute entre Douala et Kousseri, entre les régions du nord-ouest, entre Douala jusqu'au Nigeria, le désenclavement, une création, la construction d'un pont entre la Benue et la Benue entre le Nigeria et le Cameroun. Bref, le désenclavement de tous les bassins de production agricole du Cameroun. C'est le point, la priorité absolue du président de la République qui doit s'y engager dans les prochains jours. Dr Mbok, avec plus de 45% des suffrages, jamais l'opposition n'avait été aussi forte dans le cadre d'une élection ces 40 dernières années au Cameroun. Quand vous entendez ces citoyens réclamer une nouvelle gouvernance et de nouveaux visages dans le gouvernement, quelles sont les perspectives que vous entrevoyez? Alors, il faut dire que pendant la campagne électorale, effectivement, les 11 partis d'opposition ont suffisamment, largement, mais intensément communiqué sur les réalités du Cameroun. Et dans ces réalités, il était question non seulement de faire des États, mais de penser à une refondation de la nation même, dans ses bases sociologiques, idéologiques, et même la vision qu'on peut se doter en tant que nation. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut produire, qu'est-ce qu'on peut produire, et comment est-ce qu'on va produire cette chose-là. Donc, tout ce qui aspirait à gouverner la nation Cameroun avait pensé à une autre façon de faire, comme le professeur vient de dire, un changement de paradigme. Parce qu'en fait, l'ancien paradigme, il faut pouvoir avoir du recul et bien comprendre qu'il a atteint ses limites. Le paradigme du gouvernement pourvoyeur de tout, le paradigme des aides internationales, le paradigme de la jeunesse qui est jeune jusqu'à 50 ans, 60 ans, on est encore jeune au Cameroun, c'est des paradigmes qu'il faut mettre de côté parce que quand on parle de majorité, à partir de 18 ans, on a quand même déjà une responsabilité relative. Ce qui fait donc que le but était de changer ces paradigmes-là, de responsabiliser les différents Camerounais et de donner une certaine marge d'action, d'activité à la gouvernance dans sa globalité. Donc aujourd'hui, les perspectives seraient simplement que le chef de l'État et l'équipe qui va l'accompagner fassent quand même le tour de tous les projets qui ont été présentés, plus son projet de société à lui, parce que tant qu'on reste uniquement avec son projet, on voit ce qu'on a eu comme résultat jusqu'à aujourd'hui. Il faudrait donc qu'il y ait cette large concertation, qu'il y ait cette large intégration des autres, de manière à ce qu'on puisse penser le Cameroun en tenant compte des récriminations des Camerounais qui se sont exprimées par le soutien à l'opposition avec le taux que vous avez pu voir. En chiffres simples, ça veut dire qu'il faudrait que 35% de logique, d'intelligence, de pensée, de projet soient pris à l'extérieur du RDPC pour que le Cameroun soit atteint quand même un certain seuil où on peut être fier d'être Camerounais, où on peut se dire quand même, ok, on est en train de bouger les lignes, et puis demain, les choses pourront mieux aller. Ce n'est qu'une affaire de concertation, ce n'est qu'une affaire de se parler mais la vérité et la transparence totale, ce n'est qu'une affaire de se dire, il faut qu'on laisse un héritage, et pour laisser l'héritage, on ne souhaiterait pas que nos enfants puissent vivre les mêmes galères que nous avons vécues au sortir des études. Il faudrait qu'on crée un cadre, un contexte où on part de prévoyance, la sécurité, je reviens là-dessus parce que c'est très intéressant, qu'on crée un cadre où quand on parle d'émergence, qu'on voit une dynamique que ça entraîne. Création des richesses, des infrastructures, l'homme, l'intelligence humaine au centre du concept, et puis maintenant l'extension à l'extérieur. Si donc ces réalités sont prises en compte, il est urgent que la concertation, avant la nomination du gouvernement, qu'il y ait une concertation de ces différents acteurs de la société civile. Et j'aime toujours à le dire, les universitaires sont une catégorie à part qu'il faut consulter pour créer une réelle dynamique durable. Quand on ne consulte que les hommes politiques, il y a une relative prospective qu'on se donne, mais les universitaires, de par la science, de par le construit, de par le foisonnement avec l'international, peuvent apporter effectivement des idées novatrices qui vont permettre au Cameroun d'aller de l'avant. Il y a de l'espoir, c'est possible, mais il faut qu'on se concerte. Monsieur Ndondo, pour plusieurs analystes, le président Paul Biya réalise son dernier mandat. Il a toujours été la figure titulaire du RDPC. Quels vont être vos arguments pour convaincre les électeurs
continuer à faire confiance en votre parti lors des prochaines échéances électorales? Non, je crois qu'il faut savoir où est-ce que le président Paul Biya a placé actuellement la barre. C'est-à-dire que c'est un Cameroun nouveau qui est en train de commencer. La première des choses qu'il va falloir faire, et parce que c'est ce qui va être fait, c'est qu'il y aura ce qu'on appelle dans les jours à venir, dans les mois à venir, ce qu'on appelle, à part le remaniement ministériel qui va intervenir, à la suite, le redécoupage des circonscriptions électorales. Vous comprenez un peu. Il faudrait qu'on puisse, n'est-ce pas, assurer la représentation nationale avec l'opinion publique nationale. Il va falloir mettre, n'est-ce pas, une certaine équité entre ceux qui vont parler au nom des populations et la population elle-même. C'est la raison pour laquelle le redécoupage des circonscriptions électorales est un impératif, n'est-ce pas, catégorique, de façon à ce que la démographie qui a grandi au Cameroun, n'est-ce pas, puisse, n'est-ce pas, se retrouver dans la représentation. Et c'est à ce niveau que c'est la représentation, n'est-ce pas, qui va faire les lois, c'est la représentation qui va effectivement diriger le Cameroun. Donc on ne peut pas aller ailleurs sur le plan politique, on ne peut pas aller ailleurs sans passer par là. Maintenant, sur le plan économique, effectivement, beaucoup l'ont dit, je crois que le président lui a annoncé une série de mesures lorsqu'il a parlé, n'est-ce pas, de la réouverture des concours au niveau des écoles normales. Il a parlé, n'est-ce pas, de la recherche doctorale qui va davantage s'animer, mais il a surtout évoqué ce que nous avons évoqué pendant longtemps, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les financements des unités de production. Le président est revenu dessus. Pourquoi? Parce que le dernier plan triennal jeune de 2016, qui était de 102 milliards, c'est vrai, a créé, en fait, c'est 28 milliards sur les 102 milliards qui ont été utilisés. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup plus de problèmes dans la maturation des projets. Mais je crois que le président est revenu dessus pour parler, n'est-ce pas, d'une fiscalité incitative à l'emploi. Et c'est la raison pour laquelle, de plus en plus, une plus grande prégnance, n'est-ce pas, sera faite sur les banques pour que les banques puissent être prêtes, n'est-ce pas, à financer les activités des jeunes. Et vous avez vu comment le ministre du Commerce a directement donné la possibilité, n'est-ce pas, aux jeunes de créer un certain nombre de papiers liés à l'import-export. Le ministre de l'enseignement supérieur a, lui, de son côté également, directement mis sur pied une procédure dans les universités pour que la recherche doctorale soit animée, en attendant effectivement que les autres ministères entrent en ligne de compte. Donc, c'est un Cameroun complètement remodelé qui est en train de s'ouvrir. Et il faut qu'on comprenne une chose, à part les emplois qui seront faits par les grandes firmes industrielles, on pense ici, n'est-ce pas, au problème de fer lié à Mbambalam et à un certain nombre, avec tout ce que ça peut, n'est-ce pas, créer comme emploi direct et emploi indirect. Il faut surtout remarquer que dans les pays développés comme aux États-Unis ou bien en France, ce qui est important, c'est la création des emplois de manière personnelle. L'entreprise individuelle ou l'entreprise unipersonnelle, lorsqu'elle est faite lorsque vous avez la possibilité d'avoir un financement, de créer votre emploi, c'est plus important, c'est-à-dire que c'est plus important que tout. Et c'est ça qui peut vous permettre, n'est-ce pas, c'est ça qui peut nous permettre au Cameroun de résorber un grand niveau de chômage. Donc, c'est pour dire que les arguments, nous avons tous ces arguments, donc le remaniement ministériel qui arrive, le redécoupage des circonscriptions électorales, il faut absolument que les nouveaux découpages puissent être conformes à ce que l'opinion publique pense, les différents emplois qui seront faits, et je crois qu'il y a de bonnes perspectives pour que les Camerounais, n'est-ce pas, puissent être très contents. Maintenant, vous avez évoqué la vice-présidence, mais bon, peut-être la vice-présidence, mais sachez que nous sommes des démocrates.
Donc, si la vice-présidence, c'est pour assurer la continuité de l'État, d'accord. Mais les problèmes de l'OFINA, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays démocrate et nous savons que lorsque le moment sera venu, je crois qu'il appartiendra au peuple camerounais, n'est-ce pas, de se prononcer. Le peuple camerounais est souverain de se prononcer. Monsieur Elondo, vous avez entendu les attentes des Camerounais. Ils attendent le président Paul Biya sur plusieurs chantiers, dont celui de la nomination d'un nouveau gouvernement, le chantier infrastructurel et économique. Aujourd'hui, pensez-vous réellement que ce remaniement peut changer les choses pour l'économie du Cameroun? Avec Paul Biya, on a plus de 30 remaniements ministériels. Donc, je pense qu'il y a un vrai problème d'analyse. Ce n'est pas facile, parce que c'est un logiciel qu'il faut complètement changer. J'ai suivi très attentivement le sociologue et le juriste, le philosophe, Mbok, et l'homme politique. Le constat est pertinent. Maintenant, comment régler les problèmes? C'est là où se trouve le problème. L'un des problèmes des Camerounais, c'est qu'ils sont désargentés. Les Camerounais n'ont pas d'argent. C'est vrai ou c'est faux? C'est-à-dire que vous allez au marché, vous ne pouvez pas acheter. Pourtant, il y a des Camerounais qui produisent des mandarines, des oranges, etc., du manioc, du macabo, à profusion. Actuellement, c'est dans les quartiers que vous trouvez les petits marchés. Parce que même les grands marchés, il faut les décongestionner, parce que les gens travaillent. Je suis parti de Yaoundé à Bouddha. Vous comptez plus de 1000 étals sur la route de nourriture, de tout ça. Donc, il y a l'infrastructure de base qui est là. On a tenté une affaire qui s'appelle la Mira, qui a pris une direction qui est devenue, qui vend les choses sur la chaussée un peu comme les sauveteurs. Mais ce que je dis ici, c'est que le professeur Abbé a parlé de ces cerveaux qui s'en vont et pourquoi on ne les emploie pas bien. Le Cameroun a besoin des sociologues pour aller dans le pays, regarder le droit du pays. Comment on règle les problèmes à Messamena. Il faut que le sociologue soit là-bas. C'est ça. Que l'économiste, le jeune économiste soit là-bas. Que le jeune mathématicien soit là-bas. Que ce ne soit pas un autre Labut Tolora qui vient écrire les affaires de nos communautés ou de nos civilisations et nos traditions. Donc nous avons des cerveaux. Le problème, le professeur l'a dit, nous ne savons quoi en faire. Évidemment, ils sont aspirés par les nations qui savent à quoi servent un cerveau bien structuré. Donc, et pour recruter ces gens, l'expert en aliments, est-ce que vous savez, est-ce que le fos, l'oncon, ou la feuille que ma grand-mère prend derrière la maison, n'entre pas dans le produit intérieur brut du Cameroun? C'est-à-dire que la richesse du Cameroun est même sous-évaluée. Il y a donc un travail d'évaluation minimale. C'est pour ça que j'ai dit, entendons-nous sur ce qu'on appelle le changement. Parce que beaucoup ont entendu qu'on par changement, enlever Paul Biya et mettre tel Lundu, je ne sais pas, Abbé. Non. Le changement, ici, on doit s'entendre sur le système. D'abord, quel est ce système qui consiste à créer deux grandes villes dans lesquelles tout le monde vient se mettre? Ça crée énormément de problèmes. Si vous prenez une ville comme celle qui est à Olembe, la ville d'Olembe, et vous allez construire cette ville à Yokadouma, vous allez créer un nouvel environnement, une nouvelle dynamique interne. Je vais finir en vous disant que ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il y a tellement de production intellectuelle et technique. Vous avez le président, à un seul moment, nous a parlé du libéralisme communautaire. Alors que c'est un livre qu'on a distribué gratuitement à tous les Camerounais en version française et anglaise. Je vous rappelle que pour le libéralisme communautaire, je l'ai écrit dans un ouvrage, a servi de livre de chevet au premier mandat de Lula da Silva au Brésil. Donc le modèle Biya a permis à Lula de réduire les écarts, l'amortisseur social entre les plus riches et les plus pauvres, en transitant par les coopératives et les mutuelles. Donc personne n'a parlé de ça. Le Cameroun est engagé en ce moment dans une affaire qu'on appelle la SND 30. Même pas la moindre évocation. Or, c'est cela. Il faut transformer les produits du cru. Le cacao camerounais a produit il y a 2 ans, pour l'économie, près de 2000 milliards
en termes de fèves vendues. Mais si vous observez aujourd'hui, la fève ne représente que 20% de la valeur d'une cabosse. On jette 80% de la cabosse. Il suffit de mettre en place une soixantaine d'agropoles cacao en disant on transforme toute la cabosse et si vous voulez même acheter la fève, vous allez dans les agropoles. C'est des milliers et des milliers d'emplois, des formations, c'est du jus dedans, c'est des produits, c'est pas moi, l'aliment de bétail, c'est le cosmétique, c'est... Vous avez là, vous prenez le coton. Le coton sont au moins 12 sorties en termes de sorties, entrées-sorties. Les produits, l'huile, les copeaux, les engrais. Donc, au lieu de penser qu'on va recruter 50 000 jeunes qui vont aller écrire des notes de service au ministre, au bien au CICIS, quelle est la production? La production, ce n'est pas ça. La production, c'est que vous amenez quelqu'un à travailler et à voir en fin de journée quelle est la valeur de son activité quotidienne. Monsieur, s'il vous plaît, veuillez chuter. Je voudrais donner la parole au... Bon, je vais chuter. Je vais chuter en disant que le président ne peut pas faire plus que ce qu'il a dit. Le président a une équipe. C'est pas à mon avis, l'affaire n'est pas ministérielle. Il faut associer, et M. Mbok a commencé à le dire, l'expertise locale. Par exemple, le slogan de la campagne RDPC, c'était quoi? Grandeur et espérance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela veut dire en économie, en social, en agriculture? Est-ce qu'on peut mettre en place des états de la grandeur et de l'espérance pour que nous soyons d'accord sur le plan social le contenu et l'itinéraire vers lequel nous allons en termes de changement? Si la journaliste nous donne le temps, on peut nous parler de l'espérance. Dans ce dernier tour de table, je voudrais donner à présent la parole au professeur Abbé. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le paysage politique du Cameroun dans cette nouvelle mandature qui s'ouvre? La perspective que ce soit un potentiel dernier mandat pour le président peut-il générer une dynamique mobilisatrice ou il existe un risque de déflagration entraînant des fragmentations au Cameroun? Ben, écoutez, tout dépendra de la formation du premier gouvernement de ce mandat. Parce qu'en réalité, c'est un gouvernement qui est très attendu. Et il semble être actuellement, quand vous regardez comment l'échiquier politique et la scène politique et sociale se comportent actuellement, les gens semblent s'être dit, au lieu d'aller dans la crise post-électorale telle que les appels et les cris d'orfraie étaient en train de le faire, laissons voir ce qu'il va faire. C'est ce que je crois avoir compris de ce que les Camerounais disent. Et dans laissons voir ce qu'il va faire là, le plus dur peut être à venir. Le plus compliqué peut être à venir. Ça veut dire quoi? Si le pouvoir en place n'a pas compris ce que les Camerounais ont dit, ils vont le lui faire comprendre autrement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on y en arrive. Je continue de le dire tous les jours, qu'il vaut mieux qu'on n'y en arrive pas. Parce que j'ai une impression que quand j'ai regardé les résultats des élections et quand vous regardez aujourd'hui ce qui se déroule dans le champ social, vous comprenez que les Camerounais disent qu'ils veulent la rupture. Et M. Elundu parlait tout à l'heure de changement. En fait, il y a deux termes qu'il faut voir ici. La bifurcation, qui est simplement qu'on reste sur la même ligne, mais on essaye de contourner un peu. La rupture, c'est qu'on dit on ne veut plus de cette ligne, on veut autre chose. Et c'est ce que vous remarquerez, quelque chose qui est apparu puisque vous me demandez les indicateurs qui apparaissent dans la scène politique. Vous remarquerez que les questions de tribalisme, d'appartenance ethno-régionale et autres n'ont pas joué au cours de ces élections. Il y avait deux choses qui jouaient. C'est nous voulons désormais autre chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a une catégorie d'individus qui vivent bien et qui sont une très petite minorité et que le reste des Camerounais vivent dans des conditions difficiles. Ça veut donc dire qu'en réalité, dans cet échiquier politique qui se met en route, que le peuple peut parler autrement parce que nous avons des échéances politiques qui sont à venir. Je suis d'ailleurs étonné quand M. Onundo dit justement que
on va procéder au découpage électoral au même moment où l'élément scientifique qui permet de faire un découpage électoral rationnel ne sera pas encore disponible parce que le BUCREP est en train de préparer un recensement général. Non, c'est une initiative gouvernementale, c'est pas le BUCREP qui fait ça. Bon, voilà, vous me donc c'est une initiative gouvernementale en fonction, n'est-ce pas, des besoins, en fonction de ce que de permettre au professeur Abbé de terminer son propos. C'est une initiative gouvernementale. Il y a en préparation un recensement général de la population. Oui. C'est le recensement qui indique qu'on a désormais telle démographie à tel endroit, telle démographie à tel endroit. Et je ne suis pas sûr, techniquement, que d'ici le mois de mars, les résultats de ce recensement-là seraient déjà... On n'a pas besoin, non, excusez-moi. Les électeurs qui se sont exprimés en fonction, effectivement, de... Non, monsieur, on nous permettez quand même... Oui, disons que... C'est pas comme ça qu'on fait... C'est des vérités pour qu'on avance. Non, parce que la partie... Ça peut être ne pas la vérité. La vérité n'est pas que c'est en fonction... Je comprends parfaitement, M. Onodo, mais permettez quand même au professeur Abbé d'aller au terme de son propos. Non, je voulais juste apporter ces précisions. La technique pour opérer de manière scientifique les découpages électoraux. Ce n'est pas ce qui est dit. Non, mais je vous dis la technique. Moi, je suis un spécialiste. Monsieur Onodo, permettez au professeur de clore son propos. Nous reviendrons à ce que vous dites. Parce que ce n'est pas de ça. C'est la démographie qui fait en sorte que l'on... Parce que ce n'est pas comme ça. Excusez-moi. Le nombre de députés ou le nombre excusez-moi, le nombre de députés ou le nombre de conseillers municipaux, on le décide à la taille de la population. Tout à fait. On dit quand telle commune... Je suis désolé de vous le dire. Au nombre d'électeurs. Non, pas d'électeurs. Non, pas d'électeurs. La démographie. Non, c'est la démographie. D'électeurs. Non, désolé. Peut-être vous tichez habituellement, mais en réalité, c'est la démographie réelle. Ce sont les électeurs. Permettez-moi. Vous aurez votre temps pour parler. Oui, c'est vrai, pas que... Je suis désolé, je comprends maintenant un certain nombre de choses. Vous voyez, quand on touche à un nœud qui peut en réalité faire en sorte qu'il y ait une rupture, vous voyez M. Onodo sortir parce qu'en réalité, il y a souvent une tricherie au niveau de ces découpages électoraux. Et je vous le dis qu'il vaut mieux ne pas tenter. Quand on regarde la société qu'on a actuellement, il regarde tout et veille à tout désormais. C'est-à-dire qu'au lieu de calquer le nombre de députés, le nombre de parlementaires et le nombre de conseillers municipaux par rapport à la population, à la démographie réelle, ne le calquez pas sur les 8 millions de Camerounais qui sont inscrits dans les listes. Donc je suis désolé, c'est pour ça que je disais que, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, que je suis étonné qu'on ait envie aujourd'hui de faire un découpage électoral sans avoir ces données qui sont des données qui conditionnent un bon découpage. Deuxième chose que je voulais dire là-dessus, c'est que à la suite de ces éléments, si le personnel gouvernant actuel, si le chef de l'État ne le comprend pas, que tout à l'heure, vous avez vu au niveau de votre vote, s'il y a 5 personnes qui ont parlé, la plupart commençaient par changer le personnel gouvernant. La plupart, ils l'ont dit. Et je peux vous dire que quand vous allez dans la société camerounaise, c'est la demande première que les gens font. Parce qu'en réalité, on ne veut pas simplement des actes de rupture, mais aussi des personnes de rupture qui vont accompagner ces actes de rupture pour qu'il y ait une réconciliation du Cameroun avec lui-même et une réconciliation du gouvernant principal avec les Camerounais. Si ce n'est pas fait, les élections législatives et municipales viennent et vous verrez. Si vous ne le faites pas, vous verrez. Monsieur Onodo, je vous permets quand même de rebondir en une minute avant qu'on ne... Oui, la précision que je voulais faire, c'est que on ne peut pas, la représentation, l'opinion publique doit être représentée. C'est-à-dire que les Camerounais doivent s'exprimer, doivent s'exprimer, n'est-ce pas, par leurs représentants. C'est un exemple bien simple. À Yaoundé, nous sommes peut-être à 3 millions, n'est-ce pas, d'électeurs. À Konolinga, nous sommes peut-être à 1 million d'électeurs. Donc, on doit sentir que les 3 millions d'électeurs sont représentés au niveau de la représentation nationale, de même que le million, n'est-ce pas, d'électeurs qui est à Konolinga. Mais ce ne sera pas le même nombre de députés, étant donné qu'à Yaoundé, nous sommes beaucoup plus nombreux. Ça, c'est extrêmement important. Vous savez pourquoi? Parce que les élections qui se sont passées,
les élections qui se sont passées, du volume de la démocratie. Les élections qui se sont passées, je ne parle pas des municipalités. Non, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas faire un poids de mesure. Laissez-moi vous m'exprimer. Je ne parle pas des municipalités, c'est là où vous vous trompez. Je parle de la représentation nationale. Je parle des députés. Donc, je voulais donc chuter en disant que ici, il faut comprendre qu'il est important. Il est important que les Camerounais se sentent suffisamment représentés. Parce que l'élection qui vient de se passer a permis, n'est-ce pas, à tout le monde de comprendre qu'il y a une véritable rupture entre les élites camerounaises et la population camerounaise. Il est donc question, n'est-ce pas, de reprendre, n'est-ce pas, le départ pour que les élites camerounaises, n'est-ce pas, soient conformes, n'est-ce pas, à l'opinion publique nationale. Docteur, je vous permets de rebondir en une minute. À la réalité, ce qui se passe sur ce plateau est exactement ce que les Camerounais attendent, qui est des États, qui est un dialogue pour définir ensemble le chemin. C'est-à-dire que vous avez là deux approches. La première approche, c'est, monsieur nous lui parle de la population électorale. Pourtant, nous parlons de la population globale. Le conseiller municipal est directement la résultante de la population réelle, ainsi que le maire. Et maintenant, quand on va au Parlement, c'est la suite de ces deux premiers pans. Mais si on ne s'est pas assis pour se parler, vous voyez qu'on aura un problème parce qu'on aura un camp en face qui dit « nous, on ne voit que la population électorale », alors que nous autres, nous disons que non, c'est toute la population qu'il faut prendre en compte. Si on ne s'entend donc pas sur un ensemble d'éléments comme cela, on aura difficilement non seulement la rupture, parce que certains vont parler de la bifurcation, comme le professeur dit, au lieu de parler de la rupture. Pourtant, le Camerounais véritable a besoin de rupture et non de bifurcation. Et vous voyez que même pour arriver à la rupture, il faut qu'on se parle une fois de plus. Et là, il y a plusieurs moyens de se parler en tant que Camerounais et les leviers peuvent être activés, que ce soit un référendum, que ce soit une consultation nationale sur des sujets, des éléments précis. Ça peut se faire. Et je dis que, et le professeur l'a dit, je suis parfaitement d'accord avec lui, le vote de sanction a commencé au niveau de la présidentielle. C'est même pas un vote de sanction, c'est un vote de rupture. Voilà. Et en fait, professeur, moi je veux me percer l'abcès. Le vote de punition sera immédiat pendant les élections locales. C'est-à-dire que si la concertation n'est pas rapidement engagée et que les Camerounais réalisent qu'il y a par exemple une incompréhension entre ce qu'eux ils veulent et ce que les autres pensent qu'ils veulent. S'il n'y a pas une entente à ce niveau-là, on va se retrouver avec un Camerounais de rupture difficile. Rupture parce que ça va être une désobéissance silencieuse. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin que le maire signe mon document, je vais me débrouiller pour l'utiliser comme je veux. Je n'ai plus besoin qu'un conseiller municipal participe à un échange de tout. Donc, bref, je sors en disant simplement que le dialogue est urgent. Et dans ce dialogue, il faudrait que les uns et les autres aient l'humilité nécessaire pour écouter ce qui est pertinent, ce qui fait sens et qu'on évolue. Monsieur Dr Mbok, Monsieur Ndondo, professeur Abbé, Monsieur Elondou, nous arrivons au terme de... Nous devons à présent mettre fin à notre échange. En une minute, Monsieur Elondou. En une minute, oui. Je veux dire rapidement que je suis d'accord avec l'ensemble qu'il faut changer le gouvernement. C'est-à-dire que c'est une exigence populaire, même populisme, qui est nécessaire. La deuxième chose que je propose, c'est que nous allions en profondeur dans l'analyse des problématiques, en associant des experts, des universitaires et autres, pour qu'on place un canevas qui soit non seulement accepté de tous, mais qui soit porteur d'efficacité et d'efficience pour les 10 prochaines années. Et qu'enfin, les Africains, les cadres africains s'intéressent davantage à la géopolitique et à la géostratégie mondiale. Voilà. Monsieur Londo, professeur Abbé, Monsieur Ndondo, Dr Mbok, merci d'avoir répondu à l'invitation d'Africa 24. Nous remercions les 120 millions de foyers qui suivent les chaînes du groupe Africa 24 à travers le monde pour leur fidélité. Dans un instant, nous proposons une nouvelle édition de l'actualité africaine. À bientôt pour un nouveau numéro de l'Africa Newsroom.